RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et notre invité. Bonsoir à vous, Louis Allieux. Vous êtes vice-président du Front National et député européen. Hier, Marine Le Pen a dénoncé le vieux front républicain tout pourri. Voilà ce qu'elle a dit, dont personne ne veut. Ce n'est pas le cas pour les socialistes, ni la plupart des républicains qui appellent à voter Emmanuel Macron. En revanche, vous l'avez vu, Jean-Luc Mélenchon refuse pour l'instant à appeler à faire barrage au Front National. Comment vous l'expliquez ? Il y a deux choses. Chez les Républicains, c'est pas très clair. Ils ont mis la journée pour avoir un communiqué alambiqué dont on ne sait pas s'il fallait voter pour, contre. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a une vraie division entre la frange gauchiste des Républicains, Estrosi, Kosciusko-Morizet, etc. Et puis une frange beaucoup plus conservatrice, entre guillemets, réellement de droite, elle, qui se trouve aujourd'hui dans une situation difficile, puisqu'ils ont passé un premier tour totalement hostile à M. Macron, à Hollande, au bilan de M. Hollande, et obligé le soir même, derrière Fillon, d'appeler à voter Macron. Tout ça, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je peux vous dire, vivant dans une ville de droite, que les électeurs des Républicains se sentent aujourd'hui trahis. Ça, c'est sûr. Et M. Fillon s'est déconsidéré, mais malheureusement, les LR sont en train de se déconsidérer. Peut-être qu'ils se sentiraient trahis, ils iraient chez vous ? Certains, c'est ça votre argument ? Certains iront chez nous, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité. Vous dites certains. Mais la partie de droite des Républicains viendra chez nous. Sur 19%, vous en... Écoutez, moi je pense qu'il y avait une bonne moitié de chez M. Fillon qui pourrait basculer chez nous, oui. Je le crois. En tout cas, c'est ce que je vois moi sur le terrain. M. Mélenchon, c'est plus compliqué. Lui, c'est une affaire d'idées. Là, on est plutôt avec M. Mélenchon, dans la majorité du non au référendum de 2005, qui a mélangé des noms de gauche et des noms de droite. Mais M. Mélenchon a passé son temps à être très féroce contre M. Hollande, contre M. Macron, contre la finance, les marchés, l'Europe. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il ne peut pas appeler à voter M. Macron. Sinon, il serait déconsidéré, lui aussi. Donc les sociaux-traites plutôt que l'extrême droite. Enfin, je veux dire, comme une certaine époque... Ah non, mais une certaine époque, les communistes préféraient ne pas voter contre l'extrême droite plutôt que de voter pour les sociaux-traîtres. Ils étaient dans un schéma antifasciste et ils votaient pour n'importe qui contre les, entre guillemets, les prétendus fascistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de fascisme. Il n'y a pas de fascisme, il n'y a pas de fascisme, il n'y a pas de danger d'extrême droite. C'est d'ailleurs Jospin qui l'avait dit lui-même. Donc ces gens-là se retrouvent quoi ? C'est pas ce que dit François Hollande aujourd'hui. Oui, mais François Hollande, il a dit tout le contraire de tout et c'est quelqu'un que plus personne n'écoute. Enfin, je veux dire, François Hollande aujourd'hui, c'est peut-être moins de 10% de l'opinion. Il parade aujourd'hui dans les médias, mais il n'est plus rien. C'est un virtuel aujourd'hui. Il n'est juste là que le marionnettiste de M. Macron. C'est lui qui a créé Macron. Et finalement, c'est inespéré pour lui, en quelque sorte, parce qu'il voit dans son ministre des Finances la continuation de son propre bilan et finalement de ses propres échecs. Donc voilà, M. Hollande, il ne faut pas en tenir compte. C'est un épouvantail à électeurs, François Hollande. Il est intervenu 2 fois en 2 jours, François Hollande, pour des mises en garde. Alors aujourd'hui, il a dit « Je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche. Tout le monde a regardé le résultat avec un ordre d'arrivée et on a oublié que c'était quand même Marine Le Pen qui était au 2e tour. Ça n'est pas rien que l'extrême droite soit au 2e tour. » Et peut-être on va entendre ce qu'il disait hier, qui était là une mise en garde beaucoup plus explicite sur les risques d'une accession au pouvoir de Marine Le Pen. On l'écoute et puis on se retrouve juste après. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Marine Le Pen n'avait pas dit d'ailleurs qu'elle n'accepterait plus jamais qu'on qualifie son mouvement d'extrême droite. Bien sûr, mais de toute façon, oui, d'accord, mais vous pouvez hurler. Mais elle avait parlé d'attaquer. Bon, c'est vrai que c'est le président de la République, c'est compliqué, mais enfin. Vous pouvez attaquer ce que vous voulez. D'abord, l'histoire. Mais vous pensez que cette mise en garde-là n'a aucun effet. Vous en êtes convaincu ? D'abord, sur l'histoire, je veux dire, tout le monde sait très bien, depuis les affaires de François Mitterrand,
que l'extrême droite n'est peut-être pas du côté où on a bien voulu la placer pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle quand même, parce qu'on finit par oublier, François Mitterrand, décoré de la Francisque du maréchal Pétain, celui qui a été le responsable de la déportation des Juifs du Veldiv, c'est M. René Bousquet, financier du Parti socialiste, administrateur d'ailleurs à la Dépêche du Midi et ami de François Mitterrand. Donc stop, le chapitre sur l'histoire, il faut arrêter. Voilà. Et je ne parle même pas de Papon avec l'UMP et les Républicains. Deuxièmement, la méthode. Il dit la méthode, les extrémistes, mais qui casse dans Paris le soir de l'élection présidentielle? Qui a cassé pendant les lois El Khomri partout en France? Les antifas, l'extrême gauche la plus radicale qui bénéficie précisément de la mansuétude du gouvernement socialiste. Ils sont là, les fascistes. Ce sont eux les casseurs. Ce sont eux les extrémistes. Et M. Hollande couvre cela et en fait le programme. Écoutez, oui, bon, là, ça attendez, à la première partie de l'entretien sur l'économie. Le programme, c'est hallucinant d'entendre M. Hollande dire ça. Il a quand même produit 1 million de chômeurs de plus. Il a créé des taxes supplémentaires. Il a fait de la France aujourd'hui un pays en très grande difficulté. Il nous a engagés dans des affaires internationales, notamment en Syrie, où nous sommes la risée des grandes puissances mondiales. Et il vient faire la leçon alors que son bilan est apocalyptique. Moi, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs les Français ne l'écoutent pas, parce qu'il est dans l'opinion, à mon avis, en dessous des 10% de gens qui reconnaissent encore qu'il est président de la République. Donc on a bien compris que vous avez 15 jours pour convaincre, au-delà de votre socle, les Français... Convaincre et débattre, Madame Fer. Pardon ? Convaincre et débattre. Et débattre. Car M. Macron n'a jamais produit le début d'un commencement de mesures. Il va bien falloir qu'il s'en explique. Donc là, l'angle d'attaque de Marine Le Pen lors du débat... projet contre projet sur les retraites, M. Macron, est-ce que c'est vrai que vous voulez faire ça? La CSG, vous voulez augmenter de 3%? Qu'est-ce que dérégulation du travail? Loi El Khomri par ordonnance. Vous voulez, en matière d'immigration, plus d'immigration. Vous voulez avoir de la mansuétude pour l'islamisme radical, dont d'ailleurs vous avez un protégé parmi vous. Bref, tous ces sujets, il faudra en parler. C'est quoi le protégé? Il a un cadre de chez lui dans le Val d'Oise qui est un islamiste radical. Il a balayé ça d'un revers de main. Mais c'est une réalité. Il n'est pas forcément avéré que ce soit un islamiste radical. Il y a des propos qui ont pu prêter à confusion. Oui, non, mais d'accord. Alors oui, pour les uns, il y a une certaine tolérance. Sans rentrer dans le détail de l'affaire, vous allez peut-être un peu vite en besogne en disant que c'était un islamiste radical. Vous avez vu ses propos. Mais il a été mis un peu sur la touche, en effet. Ah mais alors, s'il n'avait pas de propos radicaux, pourquoi ils l'ont mis sur la touche? Bon, on verra ça le 3 mai, on assistera à ce débat. Mais déjà, le débat, excusez-moi, le débat, il est très important. Je pense que ce sera... bien sûr qu'il va se jouer là. Ce sera un point clé de ce second tour. Oui, voilà. Oui. Donc il va falloir fourbir vos arguments, les affiner. Est-ce que Marine Le Pen va faire d'autres propositions d'un seul coup lors de ce débat? Va-t-elle brandir de nouvelles propositions? Mais les propositions, on les a, vous savez, ce sont les 144. Mais ce sera déjà pas mal de faire de la pédagogie, d'expliquer, de dire aux Français ce que nous voulons. Nous avons un programme qui n'est pas un programme dangereux en économie, qui permettra de créer 1,5 million d'emplois, mais on n'a pas pu en parler, donc nous allons. Vous parliez de Pierre Gattaz qui se baladait avec son pins d'1,5 million d'emplois. Sauf que lui aussi, il promettait. Oui, mais sauf que ils ont prometté comment? Eux, ils n'ont pas promis, ils sont aux affaires. La différence, elle est quand même de taille. Ces gens-là ont gouverné. Gattaz, il gouverne pas. Mais si, il a obtenu le CICE, il a obtenu un certain nombre de facilités du gouvernement. Le résultat n'a pas été à la hauteur, en tout cas des espérances. Nous disons, voilà, notre politique de protectionnisme intelligent, comment on appelle ça, de protectionnisme des industries les plus fragiles chez nous, de défense de l'agriculture, de préservation des services publics, de redonner à l'éducation ses lettres de noblesse. Tout cela fera ou créera un cercle vertueux qui nous permettra de créer des richesses et de l'emploi. Mais encore faut-il pouvoir l'exposer, ce projet. Oui, alors, on va... Vous disiez à un instant, on pourra avoir la moitié des électeurs de Fillon. Nous pourrions. Oui. Qui se sentent trahis. Moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon, quand même. Ça me titille, cette affaire. Comment l'expliquer? Est-ce que vous vous souvenez de ce livre qui avait été écrit par 2 journalistes du Monde, Le mauvais génie, sur Patrick Buisson, donc le sulfureux, celui qui conseillait Nicolas Sarkozy, qui est très à droite, presque un peu d'extrême droite aussi. Il avait des liens proches avec Jean-Luc Mélenchon. Et quand on regarde... Même que Jean-Luc Mélenchon avait été invité à sa remise de Légion d'honneur. Absolument. Mais bon. Est-ce qu'il existe
une proximité idéologique entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, en Non. tout cas dans leurs programmes respectifs? Non. Non. Il n'existe trouvez pas pas de proximité idéologique. Il existe sur des sujets bien précis, bien Quand même, particuliers. sur la retraite, sur Il l'Europe, existe sur des sujets techniques des convergences de vues. Ah. Mais pas pour les mêmes raisons. La grosse différence qu'il y a précisément entre M. Mélenchon et Marine Le Pen, c'est notamment sur l'immigration. Lui, il veut plus d'immigration, il voudrait régulariser tout le monde, qu'il voudrait accueillir tout le monde. Il a quand même une petite tolérance pour l'islam radical en ne citant jamais le terme. Et on l'a vu d'ailleurs dans les attentats où ça lui a été reproché. Il n'arrivait pas à dire que c'était des terroristes islamistes. Et pourtant, ces gens se revendiquent bien d'une idéologie et d'une religion. Voilà. Là, c'est une différence idéologique. Mais sur la retraite, il dit que, comme nous, vous dites retraite à 60 ans, 40 annuités. C'est-à-dire que si vous commencez votre vie professionnelle à 23, vous partirez à 63. C'est ça que ça veut dire la retraite à 60 ans. Valrand Saint-Just, le trésorier du Front National, qui était ici dimanche soir lors de la soirée électorale, disait à propos de cette position de Jean-Luc Mélenchon qui n'appelle pas à voter Macron, que c'était un grand progrès. Vous le pensez aussi, ça? C'est pas un progrès, si vous voulez. C'est le terme qu'a employé Valrand Saint-Just. Moi, je vous le cite, c'est tout. C'est une suite logique. Oui. Voilà. Systématiquement, la gauche radicale, pour résumer, a joué les idiots utiles du Parti socialiste dans toutes les élections. C'est-à-dire que ces gens-là avaient des positions inverses et le jour du vote, appelaient à voter socialiste pour sauver leur propre place. Car M. Mélenchon, le Front de gauche, gouverne des villes, des départements, des régions, avec le Parti socialiste, aujourd'hui même. Hein. Et avec le Parti communiste. Et avec le Parti communiste. Il y a une espèce d'alliance. Là, aujourd'hui, il a fait une rupture qu'il n'avait pas faite en 2012. Souvenez-vous, il avait appelé à voter François Hollande. Mais beaucoup dans son électorat n'ont jamais compris comment, en tenant des discours aussi radicaux contre M. Hollande à l'époque, il avait appelé à voter François Hollande. Là, il en a tenu compte. Il a tenu compte de ce que veulent ses électeurs, c'est-à-dire une force de gauche radicale autonome, qui ne doit rien au Parti socialiste et qui lutte précisément contre la conception ultralibérale de l'Europe de Bruxelles. Donc la position, elle vous arrange aujourd'hui, la position de Mélenchon? C'est pas une de ne histoire. pas prendre parti? Mais c'est pas arrangé ou pas arrangé. Voilà, il est logique avec lui-même. Attendez, j'entends bien. Il est logique Vous me avec disiez, lui-même. ne me dites pas, vous regardez pas ça de près. La position des états-majors. Vous me disiez il y a un instant, on pourrait avoir la moitié des électeurs de Fillon. François Fillon qui se sentent trahis. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, sur Jean-Luc Mélenchon, qui a fait quand même un très beau score, 19%. Là, si vous êtes capable de faire une analyse sur les électeurs de Fillon, vous pourriez grappiller combien? Son électorat n'est pas homogène. Il y aura des gens qui voteront pour nous de chez Mélenchon au deuxième tour. C'est évident. Ils ne seront pas une majorité, mais il y en aura quelques-uns. Et vous les draguez comment, ceux-là? On ne les drague pas. On défend ce qu'on a toujours défendu. Quand on lutte contre cette Europe, cette conception de l'Europe, la Commission de Bruxelles, contre la manière dont M. Macron veut déréguler le travail, abaisser le pouvoir d'achat des retraités, etc., il n'y a pas besoin de leur dire votez pour nous. S'ils font le bilan de ce que leur prépare M. Macron et de ce que veut défendre Marine Le Pen, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont faire, ils feront un vote révolutionnaire contre leurs idées, mais j'allais dire contre leur idéologie, pardon, mais puis qui servira plutôt leurs idées, voilà. Mais ce sera minoritaire. Je pense que si j'étais pour la majorité d'entre eux, ils n'iront pas voter. Parce que aller voter Macron quand vous avez suivi Mélenchon au premier tour, c'est que vous êtes un peu curieux comme... Alors, au cours de ces derniers mois, on avait beaucoup dit que si la droite n'était pas au deuxième tour, il y aurait immédiatement une hémorragie et que toute une partie des Républicains courraient rejoindre Marine Le Pen. Pour l'instant, on n'a pas vu ce mouvement je n'y ai jamais cru, produire. Vous n'y avez jamais cru? Non. Mais ça Vous serait savez pas... pourquoi? Parce qu'il y a des investitures. Ouais. Et ils sont tous en train d'attendre de savoir à quelle sauce ils vont être mangés pour les investitures législatives. Est-ce que vous espérez, la question a été posée hier soir à Marine Le Pen, êtes-vous en contact? Espérez-vous des ralliements? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur, non pas en coulisses, mais enfin, est-ce que oui ou non, vous espérez avoir le ralliement d'un cadre, d'un élu républicain, enfin les républicains? Où en êtes-vous avec Nicolas Dupont-Aignan? Il y a des discussions avec des cadres locaux. Vous avez aujourd'hui des députés ou des sénateurs des républicains qui voient bien que leur avenir, s'ils continuent dans cette direction, sera obéré et aura un horizon qui sera assez court. Donc ces gens-là discutent, puisque la plupart du temps, et sur des sujets comme l'immigration,
l'islamisation de la France, l'identité. Ils pensent comme nous. C'est quand même anormal qu'ils ne discutent pas avec nous. Mais ils sont victimes des dictats de leur appareil politique. Vous avez aujourd'hui des gens à qui on interdit de venir parler avec nous. Donc ceux-là, petit à petit, on verra bien ce qu'ils feront. Dupont-Aignan, on peut dire que pendant la présidentielle, il n'a pas dit des choses totalement hostiles au programme de Marine Le Pen. Il a vocation à venir nous rejoindre, non pas au Front National. Vous êtes avec lui, là, en ce moment ? Il a vocation à venir nous rejoindre dans une alliance pour l'avenir, notamment peut-être aux élections législatives. Oui, je crois qu'il a vocation à venir. Ce n'est pas moi qui suis chargé de ces questions-là au sein du Front National, mais j'espère que j'ai des camarades à moi qui sont en train de discuter avec lui. Dites-moi juste d'un mot, on a commencé cet entretien avec Jean-Marie Le Pen, c'est une petite incidente. Il est ressorti, il a une permission apparemment, on le voit dans les médias. Une permission que les médias lui donnent. Oui, mais il l'invite. On le voit depuis hier, à nouveau. Vous n'avez pas peur qu'il fasse une sortie ou un dérapage mal contrôlé, une Le Penade qui vienne plomber la campagne de Marine ? Non, parce que je pense que Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, que je connais moi depuis longtemps, et aux yeux des Français, rangé dans un livre d'histoire. Voilà. Comme François Hollande. Il est rangé dans un livre d'histoire. Je ne sais pas ce qu'il a l'air de... Il n'a pas l'air de vouloir se laisser ranger dans la boîte. Non mais ça c'est autre chose. Ce qui est important, c'est la perception qu'en ont les Français. Il est un homme libre, il fait de la politique, il continue à parler, mais il n'est plus entendu. Parce qu'il n'est plus dans la course, tout simplement. Vous pensez que si demain il sortait faire une énormité, une grosse bourde, ça n'aurait pas d'incidence? Ça, c'est ce qu'espèrent les médias qui l'invitent. Vous pensez que c'est dans cet objectif? Bien sûr, c'est fait pour gêner Marine Le Pen, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de mouvement politique, il est encore député européen, mais enfin, on peut dire qu'il n'a pas de responsabilité politique active, et il est invité, parce qu'il a aussi quand même... Président d'honneur. Président d'honneur, oui. Ancien candidat à l'élection présidentielle, où il est arrivé au deuxième tour en 2002, donc il connaît un peu la mécanique de l'élection présidentielle. Et du Front National. Oui, non, il ne connaît pas très bien le Front National aujourd'hui. Le nouveau Front National. Louis Alliot, il ne connaît pas très bien. Est-ce que vous pensez qu'il a envie que sa fille gagne? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je ne lui parle pas. Non, mais je pense que si... Pour faire une analyse je pense que c'est un patriote et que quand même s'il a des critiques quelquefois totalement infondées et injustes, je pense qu'au fond de lui-même, il souhaite évidemment la victoire de Marine, oui. J'espère, en tout cas. Et il l'a souhaité pour lui-même? Oui, je crois ça, assez sincèrement. Contrairement à ce qu'on dit. On disait souvent que oui, mais on se trompe. Pas le pouvoir. On se trompe. Si le pouvoir lui était échu, je pense qu'il l'aurait exercé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc il fera pas de croche-pied à sa fille jusqu'au... Écoutez, je ne sais pas ce qu'il fera. Moi, je m'occupe de Marine Le Pen, de notre campagne électorale. Le reste, ce sont des avatars de la vie politique. Justement, vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric? Non, je voulais revenir au fond républicain, mais je vous en prie. Oui, non, mais Marine Le Pen fait une campagne. Elle fait une campagne courte. Enfin, elle avait démarré plus tard que les autres, commencé plus tard. Mais lundi, on l'a vu. Elle a mis le turbo. Hier, elle était dans le Nord. Aujourd'hui, elle était à Rungis. Et ce soir, elle est sur les plateaux de télé, hier soir également. Est-ce que ça donne un peu le sentiment d'urgence pour rattraper un peu le temps perdu? Il n'y a pas eu de premier tour. Le premier tour a été totalement faussé et perturbé par, entre guillemets, les affaires qui ont jalonné la vie politique, les commentaires, les analyses, les sondages, qui ont fini d'ailleurs par avoir... La probité n'est pas une chose inintéressante non plus. Oui, mais d'accord, mais la probité, je veux dire, la probité est l'un des éléments du débat politique. La preuve, c'est que... Mais la manipulation, la manipulation, la violation des secrets de l'instruction, l'interventionnisme des juges dans l'élection présidentielle, le jeu médiatique qui a consisté à descendre en flèche M. Fillon et de tenter... C'est ça qui l'a fait perdre? À qui, à Fillon? Oui. C'est-à-dire que ça a contribué à le faire perdre, oui, sûrement, évidemment, oui. Mais tout ça, je veux dire, ça fait partie aussi du système politico-médiatique. C'est comme ça, c'est un fait. Mais pendant qu'on a parlé de M. Fillon, avec tous les épisodes que l'on a vus, et que l'on a tenté à nous de nous mettre en difficulté sur les affaires du Parlement européen, on n'a pas parlé du reste. C'est ça dont il faut se souvenir. Or maintenant, il n'y a plus que 2 candidats. Là, maintenant, on ne peut plus faire ça. Maintenant, on va parler du fond. Et là, M. Macron, il va falloir qu'il s'explique, non seulement sur son bilan, qui est celui de François Hollande, mais maintenant sur ses idées
qui sont celles, malheureusement, des pires européistes et mondialistes que nous avons connus. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Louis Alliot. Merci. Odile, Merci Frédéric. Mardi politique, Oui. c'est mardi prochain, bien sûr. Voilà, absolument. Et merci à Audrey Yottoni et Pauline Hellman et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission et de l'avoir faite. Merci.